Bienvenue dans la semaine de l'écho. Je serai le plus grand créateur d'emplois devant Dieu. Ce sont les mots employés par Donald Trump lors de sa première conférence de presse. Au moment où se tenait le salon de l'automobile de Détroit, le nouveau président élu a de nouveau menacé les constructeurs de taxes s'ils délocalisent. Quels effets aux États-Unis et dans le reste du monde ? L'économie au cœur de la primaire de la gauche en France. Les 7 candidats se sont affrontés pour la première fois ce jeudi lors d'un débat télévisé. L'occasion pour Manuel Valls d'assumer le bilan inachevé du quinquennat tout en multipliant les promesses sociales. Benoît Hamon a défendu son revenu universel. Arnaud Montebourg s'est posé en candidat du travail et du pouvoir d'achat. Tous fustigent le libéralisme brutal de François Fillon. Pour en parler, je suis entourée de Jean-Marc Daniel, économiste et professeur à l'ESCP Europe. Bonjour. Bonjour. Jean-Baptiste Barfetti, directeur de cabinet d'Arnaud Montebourg. Bonjour, merci de votre invitation. Emmanuel Bompard, directeur de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise, qui refuse de participer à cette primaire de gauche. Bonjour. Revenu universel, revenu décent, CSG ou bouclier fiscal pour les plus modestes, les candidats ont défendu le remède pour lutter contre le chômage et le pouvoir d'achat. Écoutez. Fierté d'avoir servi les Français dans une période très difficile, notamment, ne l'oublions jamais, face au terrorisme. Un bilan qu'il convient de porter parce que beaucoup de réformes pour redresser le pays ont été entreprises. Peut mieux faire. Oui, je veux une société du travail. Une société qui met le travail au cœur, parce que le travail, c'est la dignité. Et puis en même temps, il faut lutter contre la pauvreté. Bien sûr, par l'emploi, mais aussi par cette proposition que je fais de fusionner en effet les minima sociaux. Si l'on parle du revenu universel, il ne peut se mettre en œuvre que par étapes. Et que cette étape des 400 milliards ne peut être qu'une étape de moyen et long terme. Philosophiquement, je pense que c'est une idée qui pose effectivement un grand problème. Pourquoi ? Parce qu'elle dit, et c'est la question de la solidarité. La solidarité, nous l'avons construite pendant 2 siècles sur l'idée que ceux qui ont le plus donnent à ceux qui ont le moins. Là, on dit, tout le monde aura la même chose. Et quand on a fait la sécurité sociale en 1945, que disaient ses opposants ? La même chose que ce que je peux entendre aujourd'hui à droite quand on nous dit irréalisable. Il y a un plan de bataille contre le chômage qui tient en 3 fronts. Le premier, c'est la relance économique et écologique. Nous obtenons, par l'injection de ces 17 milliards dans l'économie, dans les investissements, nous obtenons une croissance qui repart. Jean-Baptiste Barfetti, Arnaud Montebourg, président, c'est la relance à tout prix ? Non, pas à tout prix, mais inversion de la tendance actuelle qui était à l'austérité budgétaire. Oui, ça n'est plus d'actualité, clairement. Voilà, exactement. C'est amusant d'ailleurs de découvrir que des personnes qui étaient ministres, premiers ministres et qui étaient prêts à couper sur la moindre petite dépense, tout d'un coup annoncent 30 milliards pour, par exemple, un revenu minimum décent. Donc je note qu'il y a une inversion assez importante de la part de beaucoup de candidats. Disons que les 7 candidats, effectivement, n'ont pas l'équilibre budgétaire comme priorité. Mais comment allez-vous faire, j'ai envie de dire ? Comment allez-vous convaincre Angela Merkel, pour qui, vous savez, les engagements, c'est sacré ? Alors justement, Arnaud Montebourg a fait le choix d'une relance maîtrisée. C'est le seul candidat à primaire de la gauche qui a présenté un programme chiffré. Donc ce programme a été chiffré à 24 milliards d'euros par an de déficit supplémentaire, ce qui représente 1 point de PIB supplémentaire. Par exemple, il y a eu une tribune de 138 économistes, dont Michel Aguilletta par exemple, qui appelait à une relance de 40 milliards par an supplémentaire. Donc vous voyez qu'on est dans quelque chose qui n'est pas du tout hétérodoxe. Comment vous le financez ? Voilà. On finance d'abord, dans un premier temps, par le déficit, qui est assumé. C'est ce que demande l'OCDE dans un rapport récent, c'est ce que dit aussi le FMI, c'est ce qu'a dit Barack Obama à Matteo Renzi quand il a vu récemment, il a dit l'austérité ampute la croissance européenne. Et c'est un cadrage macroéconomique qui est maîtrisé, puisque grâce à ces déficits en début de période, comme 5 pays du G8 et 10 pays du G20 actuellement, ça permet de mettre beaucoup plus de gens au travail et ensuite de retrouver des équilibres. Et donc, le cadrage qui est donné, c'est un déficit qui augmente en début de période et qui diminue ensuite, qui permet de descendre la dette de 5 points à 91%. Manuel Bompard, vous représentez le candidat Jean-Luc Mélenchon, qui ne participe pas à cette primaire. Qu'avez-vous d'une part pensé du débat et qu'est-ce que vous pensez justement de cette fin de l'austérité ? Vous devez être satisfait avec cela. Évidemment, puisque c'est des positions que Jean-Luc Mélenchon développe depuis plusieurs années. Et je pense que ce qu'il disait à l'époque, c'est avéré une réalité aujourd'hui, c'est-à-dire que les politiques d'austérité qui ont été mises en œuvre partout en Europe
ont complètement étouffé, éteint le moteur économique et créé une récession terrible. Et clairement, il faut changer de cap. Donc, c'est vrai, c'est clair qu'on est satisfait de voir que ce changement de cap devient aujourd'hui une réalité à la fois dans le domaine politique, mais aussi dans le domaine économique, puisque de plus en plus d'économistes développent une telle position. Et clairement, il faut passer à une politique de la relance de l'activité économique, faire redémarrer le moteur, investir dans la transition écologique, investir dans l'économie de la mer, par exemple. Nous, on considère que l'économie de la mer peut être un peu le volet d'entraînement de toute l'économie pour refaire partir la machine économique. Je rappelle que votre programme est particulièrement généreux. Augmentation du SMIC de 16% à 1 700 € brut, retour aux 35 heures réelles, à la retraite à 60 ans. Est-ce que c'est bien réaliste tout cela? Comment vous le financez? Bien sûr que c'est réaliste. D'abord, il faut se fixer des objectifs au cours d'un mandat. Clairement, il y a de l'argent qui, ces dernières années, a été donné, par exemple, sans contrepartie aux entreprises dans le cadre du CICE ou du pacte de responsabilité qu'on peut récupérer. Il y a une réforme fiscale d'ampleur qu'il faut faire aujourd'hui pour reprendre. Il ne s'agit pas j'entendais dans le débat savoir s'il fallait augmenter les impôts, baisser les impôts. Je pense que surtout, il faut faire la révolution fiscale. Il faut changer complètement l'impôt, revenir à un impôt beaucoup plus progressif, parce que tout le monde sait aujourd'hui qu'il ne l'est pas. Et cet impôt progressif, il permettra à la fois aux classes moyennes et aux classes populaires de payer moins d'impôts, mais aussi de générer des marges de manœuvre financières. Il y a la lutte contre la fraude fiscale. Il y a des ressources financières dans ce pays, il faut les mobiliser. Jean-Marc Daniel, l'économiste. Oui, non, il y a 3 remarques par rapport à ce qui a été dit. D'abord, on est dans une situation où l'économie est cyclique. Or, faire des relances au moment où le cycle est dans sa phase la plus favorable... Même un peu molle, la reprise en France. Elle est reprise, mais elle est là. C'est-à-dire que vous avez le plein emploi en Allemagne, vous avez le plein emploi aux États-Unis, vous avez le plein emploi au Royaume-Uni. Pas en France. Vous ne l'avez pas en France. Et donc, le problème, ce n'est pas un problème de relance, ce n'est pas un problème conjoncturel. C'est un problème structurel. C'est un problème de fonctionnement du marché du travail et non pas un problème de demande. D'ailleurs, on le voit bien, et ça, c'est le deuxième élément, c'est que le contre-choc pétrolier, par exemple, a apporté 40 milliards d'euros supplémentaires à l'économie française. C'est au-delà de tout ce qu'on veut faire sous forme de relance budgétaire, et ça ne s'est pas traduit par une dynamisation de la croissance. Et surtout, ces 40 milliards, quand on regarde ces 40 milliards, c'était un apport normalement qui venait de l'extérieur. Donc on aurait dû avoir simultanément un équilibrage de nos comptes extérieurs. C'est-à-dire on payait moins le pétrole et on pouvait mobiliser davantage notre appareil productif. Or, on a toujours un déficit extérieur et notre appareil productif n'est toujours pas en mesure de répondre à ce surcroît de pouvoir d'achat. Donc, on n'est pas dans une situation où il faut augmenter la demande, on est véritablement dans une situation où il faut remuscler l'appareil productif. Comment ? Et je pense que et c'est d'ailleurs ce que dit l'OCDE. On dit l'OCDE veut faire de la relance. L'OCDE le FMI aussi. Oui, mais il faut faire de la relance dans les endroits où il y a un excédent extérieur. Or, la France a toujours un déficit extérieur. Encore une fois, après un contre-choc pétrolier, on a toujours un déficit extérieur. Alors, il faut évidemment se poser la question de savoir pourquoi l'investissement ne repart pas. Alors là aussi, on est dans une phase conjoncturelle qui est plus favorable. Pour la première fois depuis 2007-2008, c'est-à-dire la période un peu similaire dans le cycle, les entreprises qui sont optimistes, c'est-à-dire le climat des affaires, ce que l'INSEE appelle le climat des affaires, est au-dessus de 100. C'est-à-dire qu'on est dans une phase où où on va assister à une reprise de l'investissement. La pire chose à faire, ce serait de se porter perpendiculairement à cette reprise de l'investissement. Vous ne craignez pas que certaines mesures, comme par exemple de surtaxer les banques, est-ce que ça ne va pas faire fuir les investissements, comme le propose Arnaud Montebourg? Non, je ne pense pas. Moi, je voudrais dire que je ne suis pas en accord avec ce qu'a dit le professeur. Ce que demandent les chefs d'entreprise, c'est à demande. C'est-à-dire quand il y a des sondages sur morale des chefs d'entreprise, je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais la majorité de la demande, de leur difficulté vient de la demande, de leur carnet de commandes qui est vide, plutôt que des baisses de cotisation, de la flexibilisation du droit du travail, par exemple. Et, Juste pour répondre à ça, écoutez, c'est un discours qu'on attend ce soir. Encore une fois, c'est un discours qui est factuellement faux. Quand vous relancez la demande, et si vous avez toujours du déficit extérieur, c'est que vous n'êtes pas capable de répondre à la situation. C'est-à-dire quand vous avez un déficit extérieur, ça veut dire sur le plan strictement économique, vous avez trop de consommation et pas assez d'épargne. Et donc ce que l'on dit... C'est le cas en France actuellement. Et en France, dans tous les pays, vous avez 2 pays qui sont véritablement très déséquilibrés sur le plan extérieur. C'est le Royaume-Uni, et c'est le prix que paie le Royaume-Uni pour avoir le plein emploi. Après tout, le Royaume-Uni a un déficit extérieur, mais il a en regard le plein emploi. Et c'est la France. La différence qu'il y a entre le Royaume-Uni et la France, c'est que dans les 2 cas, la génération en place vit au crochet de la génération future. La génération moins en place au Royaume-Uni a du travail. La génération en place à l'heure actuelle en France
n'est même pas capable de produire et de mobiliser l'ensemble de sa force de travail. Alors, j'aimerais juste Donc, il faut qu'on aille revoir sur le marché une du autre travail. idée un petit peu phare de cette primaire de la gauche. C'est la mesure phare de Benoît Hamon, le revenu universel, qui est d'ailleurs également défendu par Jean-Luc Benamia. C'est un revenu de base pour tous, sans condition. Benoît Hamon, on le sait, veut l'expérimenter d'abord auprès des jeunes avant de l'étendre graduellement à toute la population. C'est une manière, selon lui, de lutter contre ce qu'il appelle la raréfaction du travail, liée à la révolution numérique, ou encore de financer une reconversion professionnelle. Alors, Arnaud Montebourg, dans un premier temps, il y était favorable. Pourquoi a-t-il changé d'avis? Alors, il n'était pas favorable. Il a exploré l'idée dans un livre où il a dit que c'était une idée à laquelle il réfléchissait, mais c'était il y a un certain nombre d'années, et c'était une réflexion. C'était non pas un livre de programme, mais un livre finalement technique. Quelle est sa principale critique? Il y a plusieurs critiques. D'abord, la première, c'est comment financer ce revenu universel. J'ai entendu Benoît Hamon dire qu'au moment de la création de la sécurité sociale, ça avait été un pas équivalent, avec une sécurité sociale qui représentait 100% du PIB. Moi, dans mon souvenir, la sécurité sociale, au départ, représentait 10 à 15% du PIB. Donc, je ne vois pas comment c'est financé. Une question de financement. Rapidement, Manuel Bompard, on sait que vous êtes en faveur de la baisse du temps de travail, ce que partage également Benoît Hamon, mais pas favorable à ce revenu universel. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, le désaccord n'est pas philosophique. On peut écouter, on peut réfléchir, on peut débattre de l'idée, mais d'abord il faudrait comprendre ce qui nous est proposé exactement. Aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est un revenu universel qui en réalité est en dessous du seuil de pauvreté, qui en réalité peut se cumuler à un salaire ou à un autre complément de revenu. Déjà un certain nombre d'aides qui existent déjà, un revenu qui est en dessous par exemple de l'allocation pour le handicap. Donc en réalité, c'est pas un revenu qui permet de vivre aujourd'hui dignement dans notre pays. Deuxièmement, ça pose sans doute, et ça s'attaque à une vraie question qui est la question de l'augmentation de la hausse de la productivité des travailleurs et de la baisse de la quantité de travail. Mais il y a plusieurs manières d'y répondre. Et effectivement, nous, on considère qu'on y répond plutôt par la baisse du temps de travail, le retour à la retraite à 60 ans, une 6e semaine de congé payé, que par un revenu d'existence qui, en réalité, est inférieur au seuil de pauvreté et qui nous paraît être renforcé des situations de précarité déjà existantes. J'aurais aimé avoir l'avis du professeur, mais on en parlera très rapidement dans la deuxième partie de cette émission. On parlera également de patriotisme économique, cher à Arnaud Montebourg, et de protectionnisme plus généralement. On se retrouve dans quelques minutes.